Imaginez une nuit d'octobre 1997, dans une banlieue paisible de Portland, Oregon. Une lumière vacillante éclaire une maison modeste, nichée entre des pins et des clôtures blanches. À l'intérieur, un cri déchire le silence. Un hurlement si primal qu'il glace le sang des voisins. Sur le sol de la cuisine, un homme gît, le visage méconnaissable, baignant dans une mare de sang qui s'infiltre dans les fissures du carrelage. Ses traits, autrefois charmeurs, ne sont plus qu'un chaos de chair lacérée. À côté de lui, une lame de rasoir encore tiède repose comme un témoin muet d'une rage incontrôlable. Ce n'est pas un crime ordinaire. Ce n'est pas un simple règlement de compte. C'est une histoire d'amour tordu, où la passion s'est muée en obsession et l'obsession en destruction. Bienvenue dans une affaire qui vous entra, une plongée dans les abysses de l'âme humaine, où l'amour et la trahison dansent une valse macabre. Ce soir, vous allez découvrir l'histoire de Daniel Harper, un voisin ordinaire, un homme que tout le monde aimait pour son sourire désarmant et sa gentillesse désintéressée. Mais derrière ce masque de bon voisinage se cachait un secret, un triangle amoureux si complexe, si dévastateur, qui l'a conduit à un acte d'une violence inimaginable. Qui a tenu ce rasoir? Était-ce un amant trahi, une épouse bafouée ou quelqu'un d'autre tapi dans l'ombre attendant le moment parfait pour frapper? Ce qui est certain, c'est que ce crime révèle une vérité terrifiante. Parfois, les monstres ne viennent pas de l'extérieur. Ils vivent à côté de nous, partagent nos barbecues, sourient à nos enfants et attendent. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un crime. Elle parle de la fragilité des promesses, de la manière dont un seul regard peut faire basculer une vie et de la facilité avec laquelle l'amour peut devenir une arme. Elle vous fera vous demander, jusqu'où iriez-vous pour protéger ce que vous aimez ou pour détruire ce qui vous a trahi? Chaque détail que vous entendrez ce soir vous rapprochera d'une révélation qui pourrait changer votre façon de voir vos voisins, vos amis, peut-être même vous-même. Si vous êtes prêt à plonger dans ce mystère, montrez-le, laissez un j'aime, pour que cette histoire, et d'autres comme elle, atteignent ceux qui osent regarder la vérité en face. Et dans les commentaires, écrivez « Je suis prêt à découvrir la vérité cachée ». En faisant cela, vous rejoignez une communauté de curieux, de chercheurs de vérité, qui refusent de détourner le regard face à l'inexplicable. Bravo à vous d'avoir choisi de plonger dans ce tunnel sombre avec nous. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais votre vision de l'esprit humain. Dans le quartier de Willow Creek, à Portland, en cet automne 1997, les maisons respiraient la tranquillité, les pelouses impeccablement tondues, les boîtes aux lettres ornées de petits drapeaux américains, les enfants jouant à cache-cache sous les réverbères, tout semblait dessiner une carte postale d'une vie idéale. Au numéro 142 de Maple Street, vivait Daniel Harper, 34 ans. Un homme que tout le monde connaissait pour son rire communicatif et sa manie de prêter sa tondeuse sans poser de questions. À ses côtés, sa femme, Emily, une enseignante respectée, rayonnait d'une douceur qui semblait apaiser n'importe quelle tempête. Leur maison, avec ses rideaux fleuris et son porche accueillant, était le théâtre de barbecues estivaux où les voisins partageaient des bières et des histoires. Mais sous cette façade de perfection, des fissures invisibles s'élargissaient, prêtes à engloutir tout ce que Daniel et Emily avaient construit. Daniel, employé de banque à la gestion irréprochable, avait un don pour se faire aimer. Les voisins le décrivaient comme le genre d'homme qui vous aidait à déblayer votre allée après une tempête de neige, sans jamais attendre de remerciements. Pourtant, certains avaient remarqué des détails troublants. Depuis quelques mois, Daniel semblait distrait, ses yeux s'attardant parfois au loin, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Les rires qu'il partageait avec Emily lors des dîners de quartier s'étaient un fait plus rare, remplacés par des silences pesants. Les voisins, bien qu'habitués à la routine de Willow Creek, commençaient à murmurer. Était-ce le stress du travail? Des problèmes d'argent? Ou quelque chose de plus sombre, tapis derrière les murs de cette maison trop parfaite? À quelques portes de là, au numéro 156 vivait Claire Dawson, une femme de 29 ans arrivée dans le quartier un an plus tôt. Claire, avec ses cheveux auburn et son sourire énigmatique, avait une présence qui ne passait pas inaperçue. Illustratrice freelance, elle travaillait depuis chez elle, ses fenêtres donnant directement sur la maison des Harper. Les voisins la trouvaient charmante mais distante, comme si elle portait un secret qu'elle ne partageait avec personne. Elle se joignait rarement au rassemblement, préférant observer de loin un carnet de croquis à la main. Ce que personne ne savait, c'était que Claire et Daniel partageaient plus que des salutations polies au détour d'une promenade. Leur lien,
né d'une rencontre fortuite lors d'une panne de voiture sous une pluie battante, s'était transformé en quelque chose de dangereux, une attirance magnétique, interdite, qui menaçait de tout détruire. Les premiers indices de ce secret apparurent subtilement. Un soir, un voisin insomniaque remarqua Daniel quitter sa maison à une heure tardive, prétextant une urgence au travail. Mais sa voiture s'arrêta à quelques mètres, devant la maison de Claire où une lumière tamisée brillait à l'étage. Ce n'était pas la première fois. Les rendez-vous furtifs, les regards échangés lors des barbecues, les excuses maladroites. Tout cela tissait une toile que personne n'osait encore nommer. Émilie, elle, semblait ne rien voir. Ou peut-être voyait-elle tout, mais choisissait de fermer les yeux, espérant que l'illusion de leur mariage tiendrait encore un peu. Pourtant, quelque chose dans l'air de Willow Creek avait changé. Les voisins, sans pouvoir mettre le doigt dessus, sentaient une tension grandissante comme une tempête qui s'annonce par un ciel trop calme. Les chiens du quartier aboyaient plus souvent la nuit, et les enfants, sensibles à l'inexplicable, évitèrent désormais de jouer trop près de la maison des Harper. Ce que personne ne pouvait deviner, c'était que cette tension n'était que le prélude à une nuit où tout basculerait. Une nuit où un rasoir, manié par une main tremblante de rage, graverait une vérité cruelle sur le visage de Daniel Harper. Ce soir-là, alors que la pluie tambourinait sur les toits de Willow Creek, quelque chose d'irréparable s'était mis en mouvement. Un mot chuchoté, un regard de trop, une promesse brisée. Il suffisait d'une étincelle pour que l'amour, la jalousie et la trahison s'entremêlent en un cocktail mortel. Et au centre de tout cela, il y avait Claire, dont le carnet de croquis, retrouvé plus tard par la police, contenait des esquisses troublantes, des visages déformés, des lames scintillant sous la lumière, et une silhouette indistincte, observant depuis l'ombre. La pluie avait cessé à Willow Creek, mais l'atmosphère restait lourde, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Octobre 1997 s'étirait, et les jours raccourcissaient, plongeant le quartier dans une obscurité précoce qui semblait amplifier les secrets. Daniel Harper, malgré les murmures qui commençaient à circuler, continuait de jouer son rôle de voisin modèle. Il saluait les passants avec son sourire habituel, taillait les haies de son jardin et escortait Émilie à l'église le dimanche, sa main posée sur la sienne avec une tendresse qui semblait presque trop parfaite. Pourtant, ceux qui observaient de près pouvaient voir que ses yeux fuyaient, cherchant quelque chose au loin ou évitant quelque chose de trop proche. Claire Dawson, de son côté, devenait une énigme pour le quartier. Sa maison, toujours plongée dans une pénombre étrange, semblait vibrer d'une énergie que personne ne pouvait nommer. Les voisins avaient remarqué qu'elle sortait rarement, sauf pour de brèves courses, son regard fixé au sol comme si elle craignait d'être vue. Mais ce qui attirait l'attention, c'était son comportement avec Daniel. Lors d'un rare barbecue organisé par un voisin, elle s'était approchée de lui pour lui tendre une assiette, leurs doigts s'effleurant un instant de trop. Ce geste anodin pour certains avait fait naître des frissons chez Émilie, qui observait depuis l'autre côté de la pelouse. Elle avait souri comme toujours, mais ses lèvres tremblaient légèrement et ses mains serraient son verre de limonade un peu trop fort. Émilie Harper n'était pas naïve. Enseignante depuis 10 ans, elle avait appris à lire les silences, à décrypter les regards des élèves qui cachaient une vérité. Mais dans sa propre maison, elle semblait aveugle, ou peut-être refusait-elle de voir. Les voisins, eux, n'étaient pas aussi discrets. Madame Peterson, la doyenne du quartier, avait pris l'habitude de noter les allées et venues de Daniel dans un carnet, prétendant surveiller les intrus. Elle avait vu sa voiture s'arrêter devant chez Claire à plusieurs reprises, parfois à des heures où aucun employé de banque n'avait de raison d'être dehors. « Il y a quelque chose qui cloche », murmurait-elle à ses amis lors de leur partie de bridge, ces mots glissant comme un poison lent dans l'esprit du quartier. Ce que personne ne savait, c'était qu'Émilie avait commencé à poser des questions. Pas à Daniel, pas directement, mais à elle-même. Elle avait trouvé des reçus dans les poches de son mari, des cafés pris dans un dîner à l'autre bout de la ville, des achats de fleurs qu'elle n'avait jamais reçus. Une nuit, incapable de dormir, elle s'était levée et avait fouillé son bureau. Là, dans un tiroir à moitié coincé, elle découvrit une lettre froissée, sans signature, mais écrite d'une main élégante. « Je ne peux pas arrêter de penser à toi. C'est plus fort que moi. » Les mots, simples mais lourds, semblaient brûler le papier. Émilie avait refermé le tiroir sans un bruit, son cœur battant à tout rompre, mais elle n'avait rien dit. Pas encore. Pendant ce temps, Claire semblait se retirer davantage. Son carnet de croquis, qu'elle emportait partout, était devenu une obsession. Les voisins qui avaient eu la chance d'y jeter un œil parlaient d'images étranges.
Des portraits de Daniel, mais déformés, ses traits fondant comme de la cire sous une flamme. D'autres dessins montraient des scènes abstraites, une maison en flammes, une silhouette féminine tenant une lame, un visage sans yeux. Était-ce de l'art? Une thérapie? Ou quelque chose de plus sinistre? Personne n'osait demander, mais les rumeurs s'amplifiaient, transformant Claire en une figure presque mythique, une sorcière moderne vivant au bout de la rue. Un soir, un incident changea la donne. Lors d'une panne de courant dans le quartier, Daniel s'était porté volontaire pour vérifier les fusibles chez Claire, prétextant son expérience en bricolage. Émilie, restée chez eux, avait regardé par la fenêtre, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors que la silhouette de son mari disparaissait dans l'obscurité de la maison de Claire. Quand il était revenu 1 heure plus tard, il sentait le parfum. Un parfum qui n'était pas le sien. Émilie n'avait rien dit. Mais cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Elle s'était assise dans la cuisine, un couteau de cuisine à la main, non pas pour menacer, mais pour se sentir en contrôle, pour ancrer sa rage dans quelque chose de tangible. Les voisins, eux, continuaient d'observer. Les murmures devenaient des conversations à voix basse, des regards échangés derrière les rideaux. Quelque chose se préparait. Une tension si palpable qu'elle semblait imprégner les murs des maisons. Et au centre de tout cela, Daniel, Émilie et Claire formaient un triangle dont chaque côté vibrait d'une énergie prête à exploser. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'était que cette explosion ne serait pas métaphorique. Elle serait réelle, brutale, et laisserait un homme défiguré, un quartier brisé, et une vérité si tordue qu'elle défierait toute logique. Les jours suivants, la panne de courant semblèrent ramener une normalité fragile à Willow Creek. Les lumières étaient revenues, mais les ombres persistaient, plus longues et plus denses qu'avant. Daniel Harper, sentant peut-être le poids des regards, redoubla d'efforts pour maintenir les apparences. Il organisa un petit rassemblement improvisé dans son jardin, invitant les voisins à partager des marshmallows autour d'un feu de camp. Son rire résonnait, forcé mais convaincant tandis qu'il racontait des anecdotes anodines de son travail à la banque. Émilie, à ses côtés, jouait le jeu avec une grâce qui masquait son tourment intérieur. Elle servait des boissons, souriait aux blagues, mais ses yeux, lorsqu'ils croisaient ceux de Claire, qui avait décliné l'invitation mais observait depuis sa fenêtre, trahissaient une tempête silencieuse. Claire, de son côté, sentait le filet se resserrer. Ses dessins devenaient de plus en plus frénétiques, remplissant des pages entières de motifs répétitifs, des cœurs brisés entrelacés de lames, des silhouettes enlacées dans l'obscurité, des visages fondus en expressions d'agonie muette. Elle évitait Daniel désormais, ignorant ses appels discrets, ses notes glissées sous sa porte. Mais l'attirance persistait. Un fil invisible qui les reliait malgré la distance. Une nuit, incapable de résister, elle répondit à un message codé, un simple « besoin de te voir », envoyé depuis un téléphone public. Ils se retrouvèrent dans un parc à l'extérieur du quartier, sous un ciel étoilé qui contrastait avec la noirceur de leur secret. Là, dans l'ombre des arbres, ils échangèrent des promesses murmurées, des caresses volées, ignorant que ce moment marquerait le début de la fin. Émilie, elle, avait franchi un seuil. La découverte de la lettre n'était que le premier domino. Elle commença à suivre Daniel discrètement, notant ses horaires, ses absences inexpliquées. Un soir, elle le vit s'éclipser et le pista jusqu'au parc, se cachant derrière un buisson pour observer la scène. Voir son mari enlacer Claire fut comme un coup de poignard en plein cœur. Pas une douleur physique, mais une déchirure émotionnelle qui la laissa tremblante. Elle rentra chez elle avant lui, feignant le sommeil lorsqu'il revint, mais son esprit bouillonnait. Les questions tourbillonnaient, depuis quand? Pourquoi elle? Et surtout, que faire? Confrontation? Vengeance? Ou simplement partir? Laisser derrière elle cette vie qui n'était qu'un mensonge. Les voisins, sans le savoir, alimentaient cette spirale. Madame Peterson, avec son carnet de notes, avait partagé ses observations avec d'autres, transformant les soupçons en une rumeur collective. Il se passe quelque chose entre Daniel et cette Claire, chuchotait-on lors des promenades du soir. Certains défendaient Daniel, le voyant comme un homme bien victime d'un malentendu. D'autres, plus cyniques, spéculaient sur les détails, imaginant des scénarios qui, sans le savoir, frôlèrent la vérité. Cette atmosphère chargée influençait même les enfants du quartier, qui inventaient des jeux ou des monstres cachés, rochant derrière les maisons, reflétant inconsciemment la tension ambiante. Au milieu de cela, un événement inattendu accéléra les choses. Claire, rongée par la culpabilité, décida d'écrire une lettre à Émilie. Anonyme, bien sûr. Elle y confessait l'affaire,
sans nommer personne, espérant ainsi mettre fin à tout sans confrontation directe. Votre mari vous trompe avec quelqu'un de proche. Ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Elle glissa l'enveloppe dans la boîte aux lettres des Harper un matin brumeux, le cœur battant. Émilie, la découvrant en rentrant de l'école, sentit le monde basculer. Les mots écrits d'une main tremblante confirmaient ce qu'elle savait déjà, mais ils ajoutaient une couche de trahison, non seulement de Daniel, mais d'une inconnue qui osait s'immiscer dans son mariage. Ce soir-là, Émilie confronta Daniel, pas avec des cris, mais avec une calme effrayant. Assis dans la cuisine, sous la lumière crue du plafonnier, elle posa la lettre sur la table. « Explique-moi », dit-elle simplement. Daniel pâle tenta de nier, mais ses mots s'en mêlaient. Les larmes vinrent, les excuses, les promesses de tout arrêter. Mais Émilie, les yeux secs, écoutait sans un mot. À l'intérieur, une rage froide s'installait, une détermination qui n'avait rien de rationnel. Elle pensa à Claire, à cette voisine qu'elle avait accueillie avec des cookies faits maison, et une idée sombre germa dans son esprit. Pas de violence immédiate, mais un plan tordu pour restaurer l'équilibre. Pendant que le couple se déchirait en silence, Claire, chez elle, dessinait frénétiquement. Son dernier croquis représentait un visage, celui de Daniel, marqué de lignes irrégulières, comme des cicatrices imaginaires. Elle ne savait pas encore que ce dessin préfigurait une réalité imminente. Une nuit où les masques tomberaient définitivement, révélant les monstres qu'ils cachaient tous. Le lendemain de la confrontation, l'air dans la maison des Harper semblait chargé d'une électricité invisible, comme si chaque mot non dit, chaque regard évité, accumulait une énergie prête à décharger. Daniel, les yeux rougis par une nuit sans sommeil, s'était levé tôt pour préparer le café, un geste banal qu'il espérait apaisant. Il posa la tasse devant Émilie, qui fixait la table de la cuisine sans la voir, ses doigts traçant des cercles invisibles sur le bois usé. « On peut en parler ?» murmura-t-il, sa voix brisée par le regret. Émilie leva les yeux et pour la première fois, Daniel y vit quelque chose de nouveau. Non pas de la tristesse, mais une détermination froide, un éclat qui le fit frissonner. Elle secoua la tête, se leva et quitta la pièce sans un mot, laissant derrière elle un silence plus assourdissant que n'importe quel cri. De son côté, Claire sentait le poids de sa lettre anonyme comme une chaîne autour de son cou. Elle n'avait pas dormi non plus, passant la nuit à arpenter sa maison, son carnet de croquis ouvert sur la table, mais ses mains tremblantes, incapables de dessiner. Les images qui hantaient son esprit étaient trop réelles désormais. Des visions de confrontation, de larmes, de fins inévitables. Elle avait cru que révéler la vérité libérerait tout le monde, mais au lieu de cela, elle avait allumé une mèche qui menaçait de tout faire exploser. Assise près de la fenêtre, elle observait la maison des Harper, notant le départ d'Émilie pour l'école, puis celui de Daniel pour la banque. Le quartier, ignorant tout, continuait sa routine. Les chiens aboyaient, les enfants couraient vers l'arrêt de bus, et Madame Peterson, fidèle à son poste, notait tout dans son carnet. Émilie, en route pour son travail, conduisait mécaniquement, mais son esprit bouillonnait d'idées sombres. Elle repensait à leur mariage, à ces années où elle avait tout donné, son temps, son amour, sa confiance, pour un homme qui l'avait trahi avec la voisine d'à côté. Claire. Ce nom résonnait dans sa tête comme une malédiction. À l'école, elle enseigna ses leçons avec un sourire forcé, mais ses élèves remarquèrent son absence, ses réponses distraitement. Pendant la pause déjeuner, assise seule dans la salle des professeurs, elle fouilla dans son sac et en sortit la lettre anonyme. L'écriture, élégante et fluide, lui semblait familière. Était-ce possible? Elle compara mentalement avec des notes qu'elle avait vues chez Claire, lors d'une visite de courtoisie. Les courbes des lettres, les boucles des J, tout correspondait. La réalisation la frappa comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas une inconnue qui l'avait avertie, mais Claire elle-même. La trahison était double, triple même, une insulte calculée. De retour chez elle cet après-midi-là, Émilie ne rentra pas directement. Elle s'arrêta devant la maison de Claire, observant les rideaux tirés, la porte close. Une impulsion la traversa. Entrer, confronter, exiger des réponses. Mais elle se retint, serrant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Au lieu de cela, elle rentra chez elle et commença à planifier. Pas une vengeance impulsive, mais quelque chose de plus tordu, de plus permanent. Elle pensa au visage de Daniel, ce visage qui avait charmé Claire, qui avait menti avec un sourire. Si ce visage était altéré, défiguré, peut-être que l'attraction s'évanouirait. L'idée née dans un moment de rage s'enracina,
grandissant comme une mauvaise herbe dans son esprit fracturé. Pendant ce temps, Daniel tentait de réparer les dégâts. À la banque, il annula ses rendez-vous pour appeler Claire depuis une cabine téléphonique, sa voix suppliante. « C'est fini, je le jure. Émilie sait tout. » Claire, à l'autre bout du fil, sentit un mélange de soulagement et de vide. « Tu l'as dit toi-même » demanda-t-elle. Daniel hésita, puis avoua pour la lettre. Claire pâlit, réalisant que son plan avait fonctionné, mais pas comme elle l'espérait. Elle raccrocha, le cœur lourd, et reprit son carnet. Cette fois, ses dessins prirent une tournure plus sombre. Des lignes acérées traversant des portraits, des ombres enveloppant des figures enlacées, des symboles de rupture et de punition. Elle ne savait pas encore que ces images étaient prophétiques, des échos d'un acte qui se préparait dans l'esprit d'Émilie. Les voisins, sentant la tension, commencèrent à intervenir subtilement. Madame Peterson, sous prétexte d'emprunter du sucre, sonna chez les Harper. Émilie ouvrit, son visage un masque de politesse. « Tout va bien ?» demanda la vieille dame, ses yeux scrutateurs. Émilie hocha la tête, mais son sourire ne monta pas jusqu'à ses yeux. Plus tard, Madame Peterson confia à ses amis « Il y a de l'orage dans l'air chez eux. » Les rumeurs s'amplifièrent, transformant le quartier en une toile d'araignée de spéculation. Certains parlaient de divorce imminent, d'autres d'une dispute banale. Personne n'imaginait la profondeur de la tourmente. Ce soir-là, Daniel rentra plus tôt, des fleurs à la main, des roses rouges, symbole d'un amour qu'il espérait raviver. Émilie les accepta sans un mot, les posant sur la table de la cuisine. Ils dînèrent en silence, l'air épaissi par les non-dits. Après le repas, Daniel tenta une approche posant sa main sur la sienne. « Je t'aime, Émilie. On peut surmonter ça. » Elle retira sa main doucement, ses yeux fixés sur lui avec une intensité qui le déstabilisa. « L'amour » murmura-t-elle. « C'est ce qui t'a poussé vers elle ?» Daniel baissa la tête, murmurant des excuses. Mais Émilie intérieurement affinait son plan. Elle pensa à la lame de rasoir dans la salle de bain, à la façon dont un acte rapide pourrait changer tout, pas pour tuer mais pour marquer, pour détruire ce qui avait séduit Claire. Claire, seule chez elle, sentait une anxiété grandissante. Elle sortit pour une promenade nocturne, passant devant la maison des Harper. Les lumières étaient allumées, des silhouettes se mouvant derrière les rideaux. Elle s'arrêta un instant, le cœur serré avant de continuer. À son retour, elle trouva une note glissée sous sa porte. « On doit parler ». Sans signature, mais l'écriture était celle d'Émilie. La peur l'envahit, non pas pour elle, mais pour ceux qui pourraient suivre. Elle froissa la note, la jetant dans la poubelle, mais l'idée persistait. Un présage d'une confrontation inévitable. La nuit avança, et Willow Creek s'endormit sous un ciel nuageux. Mais dans la maison des Harper, le sommeil fuyait. Émilie, allongée à côté de Daniel, écoutait sa respiration régulière, son esprit tourbillonnant dans une spirale de vengeance. Elle se leva doucement, descendit à la cuisine et ouvrit le tiroir des ustensiles. Là, parmi les couteaux et les fourchettes, elle trouva ce qu'elle cherchait. Une lame affûtée, innocente en apparence. Elle la tint un moment, la lumière de la lune se reflétant sur le métal avant de la reposer. Pas encore. Le moment viendrait quand la rage culminerait, quand l'amour tordu se transformerait en acte irréversible. Les jours suivants virent une escalade subtile. Daniel, rongé par la culpabilité, évitait Claire complètement, se concentrant sur Émilie. Il lui offrait des cadeaux, des dîners préparés, des promesses murmurées. Mais Émilie, feignant le pardon, observait, attendait. Elle commença à suivre Claire discrètement, notant ses habitudes, ses sorties solitaires. Une fois, elle la vit entrer dans une galerie d'art locale, exposant ses dessins. Émilie s'y rendit incognito, observant les œuvres, des portraits déformés, des thèmes de trahison et de perte. Un dessin en particulier la frappa. Un homme au visage marqué de lignes, ressemblant étrangement à Daniel. Était-ce une coïncidence? Ou Claire savait-elle quelque chose? Claire, sentant qu'on l'observait, devint paranoïaque. Elle verrouillait ses portes plus tôt, tirait les rideaux. Une nuit, elle crut voir une silhouette dehors, mais ce n'était que l'ombre d'un arbre. Pourtant, l'angoisse grandissait. Elle appela Daniel d'un téléphone public, sa voix tremblante. « Émilie sait pour la lettre. Elle m'a écrit. » Daniel, paniqué, la supplia de ne rien faire. « Laisse-moi gérer. » Mais Claire raccrocha, sentant que le contrôle lui échappait. Émilie, de son côté, affinait son idée. Elle lut des articles sur la psychologie de la trahison, sur la façon dont les cicatrices émotionnelles pouvaient se manifester physiquement. L'idée de défigurer Daniel n'était plus une fantaisie passagère. Elle devenait un plan concret,
justifié dans son esprit tordu par un sens déformé de la justice. « Il m'a brisé intérieurement », se disait-elle. « Je le briserai extérieurement. » Elle acheta un rasoir neuf, le cachant dans un tiroir secret, attendant le moment parfait. Les voisins, témoins involontaires, sentaient la crise approcher. Des disputes étouffées filtraient à travers les murs, des regards fuyants lors des rencontres fortuites. Madame Peterson organisa une réunion informelle du quartier, prétextant discuter de la sécurité, mais en réalité pour sonder les Harper. Daniel et Emily déclinèrent, renforçant les soupçons. Enfin, une semaine après la confrontation, la tension atteignit son pic. Daniel, épuisé, confia à un collègue son mariage en péril, ignorant que les mots voyageraient. Claire, de son côté, décida de quitter le quartier, emballant ses affaires en secret. Mais avant de partir, elle voulait une dernière conversation avec Daniel, pour clore le chapitre. C'est alors que Emily, apprenant les intentions de Claire par une indiscrétion de Madame Peterson, décida d'agir. Elle invita Claire chez elle sous un prétexte amical, une tasse de thé pour discuter. Claire, hésitante, accepta, espérant apaiser les choses. Mais quand elle arriva, la maison était vide, ou du moins le semblait-elle. Daniel était au travail, et Emily l'attendait dans la cuisine, le rasoir dissimulé. La rencontre tourna vite au vinaigre. Des mots acérés volèrent, des accusations, des larmes. Claire tenta de s'excuser, mais Emily, les yeux brillants de rage, révéla son plan. « Tu l'as voulu parfait. Maintenant, il ne le sera plus. » Claire, horrifiée, essaya de partir, mais Emily bloqua la porte. Ce n'était pas Claire qu'elle visait, mais Daniel. Pourtant, dans la confusion, la lame scintilla. Heureusement, ou malheureusement, Daniel rentra plus tôt ce jour-là. Il trouva les deux femmes dans une impasse verbale, la tension palpable. Il intervint, séparant Emily et Claire. Claire s'enfuit, tremblante, laissant Daniel face à sa femme. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. Emily, la lame à la main, murmura. « Je répare ce que tu as brisé. » La nuit tomba sur Willow Creek, et avec elle, l'acte final se prépara. Daniel, croyant calmer Emily, accepta un verre de vin. Mais Emily avait ajouté un sédatif subtil pour l'endormir. Quand il s'effondra, elle prit le rasoir, son cœur battant. Les traits de son mari, paisibles dans le sommeil, devinrent la toile de sa vengeance. Avec des mouvements précis, guidés par une rage contenue, elle traça des lignes sur son visage, non pour tuer, mais pour marquer, pour défigurer l'objet de l'infidélité. Le cri de Daniel, lorsqu'il se réveilla, déchira la nuit. Les voisins accoururent, trouvant la scène. Daniel gisant, le visage altéré, Emily à ses côtés, les yeux vides. Claire, alertée par le bruit, observa de loin, son monde s'effondrant. Mais ce n'était pas la fin. L'enquête révélerait des twists plus profonds, des secrets enfouis qui transformeraient cette histoire d'infidélité en quelque chose de bien plus tordu. Le cri de Daniel Harper perça la nuit de Willow Creek comme un signal d'alarme, réveillant le quartier endormi en un chaos instantané. Les lumières s'allumèrent une à une, transformant les maisons en une constellation de curiosité et d'inquiétude. Madame Peterson, toujours vigilante, fut la première à réagir. Elle enfila son peignoir et courut vers la source du bruit, son téléphone à la main composant déjà le numéro des urgences. D'autres voisins suivirent, formant un cercle hésitant devant la maison des Harper, leurs visages éclairés par la lueur jaunâtre des porches. À l'intérieur, la scène était figée dans un tableau surréaliste. Daniel, assis contre le mur de la cuisine, pressait un torchon contre son visage, ses yeux écarquillés de choc et de confusion. Emily, debout à quelques pas, fixait ses mains tremblantes, comme si elle venait de réaliser l'ampleur de son geste. Le rasoir gisait sur le sol, innocent dans sa simplicité mais chargé d'une signification qui allait bouleverser tout le quartier. Les sirènes des ambulances et des voitures de police brisèrent bientôt le silence, leurs lumières bleues et rouges dansant sur les façades des maisons. Les paramédics entrèrent en premier, évaluant rapidement la situation. Daniel, encore sous l'effet résiduel du sédatif, marmonnait des mots incohérents, son visage enveloppé dans des bandages improvisés pour contenir le saignement. Emily, muette, fut emmenée à l'écart par un officier, ses poignets menottés dans un clic métallique qui résonna comme une sentence. Les voisins, regroupés dehors, échangeaient des murmures fiévreux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Emily. Et Claire, où est-elle? Claire, justement, observait depuis le seuil de sa porte, son corps figé par l'horreur. Elle avait entendu le cri, vu les lumières, et une partie d'elle savait que c'était lié à leur triangle maudit. Elle rentra précipitamment, verrouillant la porte, son esprit tourbillonnant de regrets et de peur. L'hôpital de Portland devint le théâtre suivant de cette tragédie. Daniel fut admis en urgence,
où les médecins évaluèrent les dommages. Des lacérations précises, non mortelles, mais destinées à altérer durablement ses traits. Les chirurgiens parlèrent de greffe de peau, de thérapie reconstructive, mais le choc psychologique semblait plus profond encore. Allongé sur son lit, sous les néons froids, Daniel revivait la scène en boucle. Le vin partagé avec Émilie, le sommeil artificiel, le réveil en enfer. Pourquoi? Murmurait-il aux infirmières, ses yeux bandés ne pouvant masquer les larmes qui s'infiltraient. Les policiers, attendant à son chevet, notaient chaque détail, construisant un puzzle qui, pour l'instant, pointait directement vers Émilie. Mais Daniel, dans un moment de clarté, murmura « C'est à cause de moi. Tout est à cause de moi. » Au poste de police, Émilie fut interrogée pendant des heures. Assise dans une salle aux murs gris, face à 2 détectives, un homme expérimenté nommé Ramirez et une femme plus jeune, Ellis, elle raconta son histoire avec une voix monotone, comme si elle récitait un script appris par cœur. Elle parla de la découverte de l'infidélité, de la lettre anonyme qu'elle avait identifiée comme venant de Claire, de la rage qui avait grandi en elle comme une ombre insatiable. « Je voulais qu'il ressente ce que je ressentais », avoua-t-elle, ses yeux fixés sur la table. Brisé, marqué pour toujours. Les détectives échangèrent des regards. Ce n'était pas un crime passionnel impulsif, mais un acte prémédité, tordu par une logique émotionnelle déformée. Ils pressèrent pour plus de détails. Avait-elle planifié cela depuis longtemps? Y avait-il des complices? Émilie secoua la tête, insistant sur sa solitude dans cette vengeance, mais un détail la trahit. Elle mentionna les dessins de Claire, ces esquisses qu'elle avait vues à la galerie, représentant des visages altérés. « C'est comme si elle l'avait prédit ?» dit-elle, un soupçon de doute dans la voix. Claire fut la suivante à être interrogée. Convoquée au poste le lendemain matin, elle arriva pâle et tremblante, son carnet de croquis serré contre elle comme un bouclier. Les détectives, informés par Émilie, l'interrogèrent sur son rôle dans l'affaire. Claire admit l'infidélité, les rendez-vous secrets, la lettre anonyme envoyée dans un moment de culpabilité. « Je voulais que ça s'arrête », expliqua-t-elle, les larmes coulant librement. Mais je n'ai jamais imaginé ça. Quand ils lui demandèrent pour les dessins, elle pâlit davantage. Elle expliqua qu'ils étaient thérapeutiques, des expressions de ses tourments intérieurs. La peur de la perte, la jalousie envers Émilie, le conflit entre amour et morale. Mais les détectives notèrent les similarités avec les blessures de Daniel. Les lignes irrégulières, les déformations symboliques. Était-ce une coïncidence? Ou Claire avait-elle influencé Émilie d'une manière subtile, plantant l'idée à travers son art? Le quartier de Willow Creek, pendant ce temps, bourdonnait de spéculations. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire, titrant « Crime d'amour dans une banlieue paisible » ou « Le voisin défiguré », une trahison fatale. Les voisins, interviewés par des reporters zélés, partageaient leurs observations, les allées et venues suspectes, les silences tendus, les rumeurs qui avaient circulé comme un feu de paille. Madame Peterson devint une star locale, son carnet de notes brandi comme une preuve de sa vigilance. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche », déclarait-elle aux caméras, son ton mêlant fierté et tristesse. Les enfants, influencés par l'atmosphère, évitaient désormais les maisons impliquées, inventant des histoires de fantômes et de malédictions pour expliquer l'inexplicable. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, des révélations inattendues émergèrent. Les détectives fouillèrent la maison des Harper, découvrant non seulement le sédatif dans le vin, tracé jusqu'à une pharmacie où Émilie avait utilisé une fausse ordonnance, mais aussi des lettres cachées dans le bureau de Daniel. Ces missives, échangées avec Claire, révélaient une profondeur à leur relation que personne n'avait soupçonnée. Non pas une simple aventure, mais un plan pour quitter Émilie, pour recommencer ailleurs. Une lettre en particulier écrite par Daniel mentionnait « Émilie ne comprendra jamais. Elle est trop attachée à cette vie parfaite. » Cela transforma l'image de la victime. Daniel n'était plus seulement un homme trompé par sa femme, mais un instigateur actif de la trahison. Claire, confrontée à ces lettres, craqua. Elle avoua que l'idée de partir ensemble avait été discutée, mais qu'elle avait reculé, en voyant la lettre anonyme pour forcer une résolution. Mais un twist plus sombre apparut. Claire avait inconsciemment peut-être partagé ses dessins avec Daniel lors d'un rendez-vous. Il les avait trouvés artistiques. Mais avait-il parlé à Émilie? Non. Mais Émilie, en fouillant, avait trouvé une esquisse glissée dans les affaires de Daniel, un portrait de lui, marqué de lignes symboliques. C'est cela qui avait planté la graine dans l'esprit d'Émilie, transformé l'art en réalité,
faire de la métaphore une punition tangible. Les détectives, assemblant les pièces, virent un tableau plus complexe. Un triangle où chaque sommet portait une part de responsabilité. Émilie la vengeresse. Daniel le traître. Claire la catalyseuse. Mais une question persistait, y avait-il plus? Une fouille chez Claire révéla un journal intime, où elle décrivait ses fantasmes de marquer, Daniel pour le garder à elle. Des pensées abstraites, mais troublantes. Était-ce elle qui avait influencé Émilie à travers la lettre et les dessins? Ou était-ce une coïncidence tragique? Daniel, depuis son lit d'hôpital, apprit ces détails par bribes. Ses bandages enlevés partiellement, il affronta son reflet pour la première fois. Un visage changé, des traits altérés qui le rendaient étranger à lui-même. Le choc le plongea dans une dépression profonde. Questionnant ses choix, regrettant les promesses brisées, il coopéra avec la police, avouant tout, espérant une rédemption. Émilie, en détention provisoire, passa ses nuits à réfléchir. Sa rage s'était dissipée, laissant place à un vide abyssal. Elle écrivit une lettre à Daniel, non pas pour s'excuser, mais pour expliquer « L'amour nous rend fous. J'ai voulu te garder, mais je t'ai perdu. » Claire, libre mais hantée, emballait ses affaires pour quitter Willow Creek, son carnet abandonné comme un relique maudite. Le quartier, marqué par l'événement, commença à guérir lentement. Les barbecues reprirent, mais avec une prudence nouvelle, des regards plus attentifs. L'histoire devint une légende locale. Un rappel que derrière les façades parfaites se cachent des abysses humains. Pourtant, l'enquête n'était pas close. Un appel anonyme au détective suggéra un quatrième joueur, un voisin jaloux peut-être, qui avait observé tout et manipulé les événements. Mais qui? Madame Peterson avec son carnet? Ou quelqu'un d'autre, tapi dans l'ombre? L'appel anonyme arriva au poste de police de Portland un matin brumeux, 2 jours après l'incident chez les Harper. Le détective Ramirez, en train de siroter son café noir, décrocha le téléphone avec une lassitude accumulée par des nuits blanches. La voix à l'autre bout était déformée, peut-être par un modulateur bas de gamme rendant impossible toute identification immédiate. « Vous regardez au mauvais endroit ?» murmura l'inconnu. Ce n'est pas juste un triangle amoureux. Cherchez les filles invisibles qui relient tout le quartier. Commencez par le passé de Claire. Et regardez de plus près Madame Peterson. Le clic de la ligne coupée laissa Ramirez perplexe mais intrigué. Il nota les mots sur son bloc-notes, les cerclant plusieurs fois. Ellis, sa partenaire, leva un sourcil en entrant dans la pièce. « Un farceur ?» demanda-t-elle. Ramirez secoua la tête. « Peut-être. Mais dans cette affaire, rien n'est anodin. L'enquête, déjà complexe, prit une tournure plus labyrinthique. Les détectives décidèrent de creuser le passé de Claire Dawson. Une recherche dans les bases de données révéla des détails surprenants. Claire n'était pas arrivée à Willow Creek par hasard. Née à Seattle en 1968, elle avait changé de nom 5 ans plus tôt, abandonnant son identité originale, Clara Wilkins. Pourquoi? Une affaire ancienne, classée sans suite, impliquant une dispute conjugale violente avec un ex-mari. Pas de charges retenues, mais des rapports mentionnaient des menaces, des obsessions. Claire, ou Clara, avait déménagé plusieurs fois, fuyant un passé qui semblait la hanter. Ses dessins, maintenant saisis comme preuve, prenaient une nouvelle signification. Étaient-ils des expressions artistiques ou des manifestations d'un trouble plus profond? Une tendance à la fixation qui avait culminé dans l'affaire avec Daniel? Les détectives rendirent visite à Claire chez elle, où les cartons d'emballage s'empilaient comme des témoins muets de son départ imminent. Elle les accueillit avec une nervosité palpable, ses mains tremblantes serrant une tasse de thé froid. « Pourquoi changer de nom ?» demanda Ellis directement. Claire pâlit, s'asseyant lourdement sur une chaise. Elle raconta son histoire. Un mariage toxique, des accusations infondées, une fuite pour recommencer. « J'ai laissé tout ça derrière moi », insista-t-elle. Mais quand ils mentionnèrent les dessins, elle hésita. « C'est de l'art thérapeutique. Après mon ex, j'ai commencé à dessiner pour exorciser mes démons. » Ramirez pressa. « Et Daniel? Était-il un nouveau démon? Ou une nouvelle obsession ?» Claire secoua la tête, mais ses yeux fuyaient. Une fouille plus approfondie révéla un journal caché sous une latte de parquet, des entrées datant de son arrivée à Willow Creek, décrivant une fascination immédiate pour Daniel, observée de loin avant même leur première rencontre. « Il est parfait !» Anne avait-elle écrit? Mais la perfection se brise si facilement. Pendant ce temps, Daniel récupérait à l'hôpital, son visage bandé comme un masque incomplet. Les visites étaient limitées, mais un psychologue assigné par la police l'interrogeait quotidiennement. Daniel, sous médicaments,
se confia plus librement. Il admit que l'affaire avec Claire n'était pas sa première infidélité. Avant Émilie, il y avait eu d'autres. Des flirts passagers qui avaient failli détruire des relations passées. « J'ai un problème », avoua-t-il. L'excitation du secret, le danger, le psychologue nota des traits narcissiques, une incapacité à voir les conséquences sur les autres. Mais un détail émergea. Daniel mentionna avoir vu Madame Peterson observer sa maison à plusieurs reprises, non pas discrètement, mais avec une insistance qui l'avait mis mal à l'aise. Elle savait tout, dit-il. Peut-être plus que nous. Madame Peterson devint le focus suivant. Les détectives sonnèrent à sa porte, trouvant la vieille dame en train de trier son courrier, son carnet de notes posé sur la table du salon comme un trophée. Elle les invita à entrer avec un sourire poli. Mais ses yeux trahissaient une appréhension. « J'ai vu beaucoup de choses », admit-elle quand ils l'interrogèrent sur ses observations. Son carnet, saisi avec son consentement, révélait non seulement des notes sur Daniel et Claire, mais des détails sur tout le quartier. Disputes chez les voisins, allées et venues suspectes, même des spéculations sur des affaires non liées. « Je surveille pour la sécurité », expliqua-t-elle. Mais en creusant, les détectives découvriraient son passé. Veuve depuis 10 ans, elle avait perdu son mari dans un accident de voiture causé par un conducteur ivre, un voisin à l'époque. Depuis, elle avait développé une obsession pour la vigilance, transformant sa maison en une tour de guet personnelle. Était-ce innocent? Ou avait-elle manipulé les événements? Un indice clé apparut, l'appel anonyme. En analysant les enregistrements, les techniciens identifièrent un fond sonore subtil, le tic-tac d'une horloge ancienne, similaire à celle dans le salon de Madame Peterson. Confrontée, elle nia d'abord mais craqua sous la pression. « J'ai appelé pour vous orienter », avoua-t-elle. « J'ai vu Émilie perdre pied. J'ai essayé de l'avertir, mais elle n'écoutait pas. Elle révéla avoir glissé des notes anonymes, pas seulement la lettre à Émilie, mais d'autres, encourageant Claire à arrêter, poussant Daniel à confesser. Son but? Prévenir une catastrophe, mais involontairement, elle avait attisé les flammes. « Je pensais bien faire. » Et murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Émilie, en cellule, apprit ces révélations par son avocat. Assise sur son lit dur, elle repensait à tout. La lettre qu'elle avait attribuée à Claire, mais qui venait en réalité de Madame Peterson, un malentendu qui avait catalysé sa rage. Elle écrivit une nouvelle lettre, cette fois à Claire. Nous avons toutes été manipulées par nos propres ombres, mais Claire, déjà partie, ne la reçut jamais. Elle avait quitté Willow Creek la veille, emportant ses secrets et ses desseins vers une nouvelle ville, une nouvelle identité peut-être. Le quartier, sous le choc des médias, commença à se diviser. Certains défendaient Madame Peterson comme une gardienne bienveillante. D'autres la voyaient comme une intruse dangereuse. Des réunions communautaires s'organisèrent, discutant de la vie privée versus la sécurité. Les enfants, influencés, jouaient à des jeux d'espions, mimant les observations de la vieille dame. Les détectives, assemblant les fils, virent un réseau complexe. L'infidélité de Daniel comme déclencheur, l'obsession de Claire comme amplificateur, la vengeance d'Émilie comme climax et la vigilance de Madame Peterson comme catalyseur invisible. Mais un twist final émergea. En examinant les dessins de Claire, un expert en art nota des similarités avec des œuvres d'une galerie à Seattle, des pièces vendues sous son ancien nom, représentant des thèmes de trahison. L'un d'eux avait été acheté par le mari décédé de Madame Peterson des années plus tôt. Une connexion fortuite ou un lien plus profond, reliant le passé au présent. Daniel, sorti de l'hôpital avec des cicatrices permanentes, rentra dans une maison vide. Émilie attendrait son procès, accusée d'agression grave. Il erra dans les pièces, touchant les objets familiers, se demandant comment une vie si ordinaire avait déraillé si spectaculairement. Les voisins l'évitaient, leurs regards chargés de pitié et de suspicion. Claire, dans un motel anonyme, ouvrait un nouveau carnet. Ses premiers traits. Une maison abandonnée, des fils entrelacés formant un nœud inextricable. Elle sourit faiblement, se demandant si elle pourrait un jour briser le cycle. Madame Peterson, sous surveillance, continuait d'observer par sa fenêtre. Son nouveau carnet s'emplissait déjà de notes. Un rappel que certains fils, une fois tissés, ne se défont jamais. Pourtant, l'affaire n'était pas close. Un dernier appel anonyme, cette fois d'une voix différente, suggéra une vérité encore enfouie, cherchée dans le jardin des Harper. L'appel anonyme, le second en quelques jours, envoya une onde de choc à travers l'équipe d'enquête. Le détective Ramirez, déjà épuisé par les rebondissements incessants,
nota les mots avec une précision méthodique. Chercher dans le jardin des Harper. Ellis, à ses côtés, fronça les sourcils. Encore un farceur? Ou quelqu'un qui en sait trop? Ramirez haussa les épaules, mais son instinct lui dictait d'agir vite. Ils obtinrent un mandat de perquisition pour la maison des Harper, focalisé sur le jardin. Un espace banal avec ses parterres de fleurs fanées par l'automne et un vieux cabanon au fond, couvert de lierre. Daniel, informé depuis son appartement temporaire, accepta de les accompagner. Ses cicatrices encore fraîches le rendant méconnaissable aux yeux des curieux qui s'agglutinaient derrière les rubans de police. Le jardin, sous le ciel gris de Portland, semblait inoffensif. Les détectives, aidés d'une équipe de techniciens, commencèrent par scanner le sol avec des détecteurs de métal et des sondes. Daniel observait depuis le porche, ses mains tremblantes serrées sur une canne qu'il n'utilisait pas auparavant. « Qu'est-ce que vous espérez trouver » demanda-t-il d'une voix rauque. Ramirez, sans répondre, dirigea l'équipe vers le cabanon. À l'intérieur, des outils rouillés, des pots de peinture écaillés et une odeur de terre humide. Mais sous une pile de sacs de terreau, ils découvrirent une boîte métallique verrouillée, cachée derrière une planche branlante. Le verrou, forcé avec précaution, révéla un contenu qui fit blêmir tout le monde. Des lettres jaunies, des photos Polaroid fanées et un journal intime relié en cuir usé. Les lettres, datées des années 1980, étaient adressées à une certaine E, signée par un R. Leur ton oscillait entre passion et désespoir. Des promesses d'amour éternel, des accusations de trahison, des menaces voilées. Les photos montraient un jeune couple, une femme ressemblant étrangement à Emily, mais plus jeune, et un homme aux traits familiers. Daniel, examinant une photo, murmura « C'est ma mère et... mon père ?» Mais le journal compliquait tout. Écrit d'une main élégante, il décrivait une affaire extra-conjugale impliquant la mère de Daniel, Elizabeth Harper, et un homme nommé Robert Dawson, le père de Claire. Les entrées parlèrent d'une grossesse cachée, d'un enfant né en secret, élevé comme le fils légitime de M. Harper, mais portant le sang des Dawson. La révélation frappa comme un éclair. Daniel, chancelant, s'assit sur les marches du porche. Claire. Et ma demi-sœur? Les détectives, stupéfaits, confirmèrent par des tests ADN préliminaires sur des échantillons déjà collectés. Les résultats, accélérés, arrivèrent en quelques heures. Une correspondance génétique indéniable. Claire, contactée par téléphone dans son motel distant, écouta la nouvelle en silence puis raccrocha sans un mot. Son passé, déjà troublé, prenait une tournure incestueuse involontaire, une attraction fatale guidée par des liens de sang ignorés. Ses dessins, rétrospectives, prenaient un sens nouveau. Des visages déformés, symbolisant peut-être une intuition subconscious de cette connexion interdite. Emily, informée en prison, réagit avec un calme effrayant. Assise dans la salle de visite face à son avocat, elle murmura « Je le savais, pas consciemment, mais je sentais quelque chose de pourri dans cette famille. » Elle révéla avoir trouvé la boîte des années plus tôt, lors d'un nettoyage du cabanon, mais avait choisi de l'enterrer plus profondément, craignant que la vérité ne détruise Daniel. « L'infidélité est dans son sang, » dit-elle avec amertume. Mais les détectives suspectèrent plus. Avait-elle utilisé cette connaissance pour justifier sa vengeance? Ou pire, l'avait-elle manipulée pour pousser Daniel vers Claire, orchestrant un piège émotionnel? Madame Peterson, réinterrogée, avoua avoir soupçonné quelque chose. Son mari décédé avait été ami avec les parents Harper et Dawson, et des rumeurs d'une affaire avaient circulé dans leur cercle social des décennies plus tôt. J'ai vu les ressemblances entre Daniel et Claire, admit-elle. Les mêmes yeux, le même sourire. J'ai envoyé les notes pour forcer la vérité à émerger. Son rôle, de vigilante à manipulatrice, se précisait. Les appels anonymes venaient d'elle, utilisant un vieux téléphone pour déguiser sa voix. « Mais pourquoi ?»« Pour la justice, » répondit-elle. « Les secrets détruisent les quartiers. Mieux vaut les exhumer. » Le quartier de Willow Creek, déjà ébranlé, plongea dans un tourbillon de commérages. Les médias, flairant le scandale, campèrent devant les maisons, interviewant quiconque voulait parler. « C'est comme un soap opéra ?» commenta un voisin. Les enfants, confus, posèrent des questions sur la famille, forçant les parents à expliquer des concepts complexes avec des mots simples. Une pétition circula pour demander plus de transparence communautaire, mais elle masquait une peur plus profonde. Qui d'autre cachait des secrets dans ce havre de paix apparent? Claire, apprenant la vérité, revint à Portland sous escorte policière.
Confrontée à Daniel dans une salle neutre, supervisée par les détectives, elle pleura pour la première fois ouvertement. « Je me sentais liée à toi, mais pas comme ça », murmura-t-elle. Daniel, les yeux bandés par l'émotion plus que par les cicatrices, hocha la tête. « Nous étions condamnés dès le début, leur attirance maintenant vue comme un écho génétique tordu, expliquait l'intensité, la destructivité. Les psychologues appelés en renfort parlèrent de reconnaissance subconscieuse, un phénomène où les liens de sang attiraient sans conscience. Émilie, lors d'une audience préliminaire, plaida la folie temporaire, arguant que la découverte du secret familial l'avait poussée au bord du gouffre. Son avocat présenta la boîte comme preuve, transformant l'affaire en un drame familial multigénérationnel. Le juge intrigué ordonna des évaluations psychologiques pour tous les impliqués. Ramirez et Ellis, assemblant les pièces, virent un tableau plus vaste, une chaîne de trahison remontant aux parents, perpétuée par les enfants. Le jardin, symbole de croissance, avait abrité la pourriture. Mais un détail persistait. Qui avait creusé pour cacher la boîte initialement? Les empreintes sur la boîte, analysées, menaient à Elizabeth Harper, la mère de Daniel décédée 10 ans plus tôt. Avait-elle prévu que cela ressorte un jour? Daniel, seul dans sa maison vide, fouilla d'autres recoins, trouvant des notes de sa mère. « Protège le secret, ou il te détruira. » Il les brûla, espérant clore le chapitre, mais les cicatrices sur son visage rappelaient que certains secrets laissent des marques indélébiles. Claire, libérée de charge mais brisée, reprit la route, son carnet rempli de nouveaux dessins, des arbres généalogiques tordus, des racines entrelacées dans la terre sombre. Madame Peterson, évitant des poursuites pour interférence, continua sa veille, son carnet s'épaississant de nouvelles observations. Et le quartier, sous une pluie incessante, semblait laver ses péchés, mais les ombres persistaient, attendant le prochain appel anonyme. La pluie martelait les toits de Willow Creek avec une insistance vengeresse, comme si le ciel lui-même pleurait les secrets exhumés du jardin des Harper. Daniel, assis seul dans le salon aux rideaux tirés, fixait le vide, son visage marqué par des cicatrices encore rouges, servant de rappel constant à la cascade d'événements qui avaient laminé sa vie. La découverte de sa filiation avec Claire, cette demi-sœur inconnue qui avait été son amante, l'avait plongé dans un abîme de nausées existentielles. Chaque soir, il revivait les moments intimes partagés avec elle, transformés rétrospectivement en une abomination génétique, un piège tendu par le destin ou par les mensonges de ses parents. Il avait contacté Claire par une lettre, hésitante, cherchant des réponses ou peut-être un pardon mutuel, mais elle n'avait pas répondu. Son silence était une nouvelle couche de tourment, un écho à la trahison initiale. Les détectives Ramirez et Ellis, trempés jusqu'aux os après une nouvelle perquisition sous l'orage, rentrèrent au poste avec des preuves supplémentaires tirées de la boîte du cabanon. Parmi les reliques jaunies, un certificat de naissance falsifié pour Daniel, confirmant que Robert Dawson, le père de Claire, était listé comme donneur anonyme dans un dossier médical scellé. Mais un document plus troublant émergea, une lettre de la mère de Daniel, Elizabeth, adressée à Madame Peterson des décennies plus tôt. « Garde le secret, Margaret. Si cela sort, cela détruira non seulement nos familles, mais le quartier entier. Robert et moi avons commis l'irréparable, mais Daniel est innocent. » Madame Peterson, confrontée à cette preuve, s'effondra en larmes lors d'un interrogatoire nocturne. « Elisabeth était ma meilleure amie. » Sanglota-t-elle. J'ai juré de me taire, mais quand j'ai vu Daniel et Claire se rapprocher, j'ai paniqué. C'était comme revivre l'histoire. Un cycle maudit. J'ai envoyé les notes pour briser le lien avant qu'il ne soit trop tard. Son aveu ouvrait une brèche plus large. Madame Peterson révéla avoir conservé des cassettes audio des années 1981, enregistrées en secret lors de réunions familiales. Sur ces bandes, des voix étouffées, celles d'Elizabeth et Robert, confessaient non seulement l'adultère, mais un chantage subtil exercé par un tiers. Le mari d'Elizabeth, le père adoptif de Daniel, qui avait découvert la vérité et menacé de ruiner Robert professionnellement. Pour le faire taire, Elizabeth avait payé une somme modeste, caché dans le cabanon et falsifié les documents. Robert, rongé par la culpabilité, avait abandonné sa famille peu après, laissant Claire grandir sans père, hantée par un vide qu'elle comblait inconsciemment par ses obsessions artistiques. Madame Peterson, témoin silencieux, avait accumulé ses preuves comme un trésor maudit, les utilisant des années plus tard pour corriger l'histoire en intervenant dans la vie de Daniel Emily, en détention, apprit ces détails lors d'une visite de son avocat. Assise derrière la vitre blindée, elle écouta avec un mélange de vindication et d'horreur.
Tout était écrit d'avance, murmura-t-elle. L'infidélité coule dans leurs veines comme un poison héréditaire, mais son propre rôle se précisait. Des analyses psychiatriques révélèrent qu'elle avait soupçonné le secret familial bien avant, lors de discussions avec Elisabeth sur son lit de mort. La vieille femme avait laissé échapper des indices, et Émilie, au lieu de confronter Daniel, avait nourri une rancune latente, attendant l'occasion pour frapper. L'acte de défiguration n'était pas seulement une vengeance contre l'infidélité présente, mais une punition pour un péché ancestral. Une façon tordue de purger le mal de la lignée Harper Dawson Clare, de son côté, avait fui vers une petite ville côtière de l'Oregon, où elle loua une cabane isolée face à l'océan déchaîné. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars, des visions de son père et de la mère de Daniel enlacés, de son propre corps fusionnant avec celui de Daniel dans une étreinte incestueuse involontaire. Elle recommença à dessiner, mais ses œuvres prirent une tournure prophétique et chaotique. Des arbres généalogiques aux racines emmêlées comme des serpents, des visages multiples superposés, le sien, celui de Daniel, celui d'Émilie, tous striés de lames invisibles. Un matin, elle trouva une lettre de Daniel glissée sous sa porte. Il avait engagé un détective privé pour la localiser. « Nous devons parler. Ce n'est pas ta faute, ni la mienne, mais nous sommes liés par plus que du sang. » Claire brûla la lettre dans la cheminée, les flammes dansant comme des démons moqueurs, mais le doute s'insinua. Et si elle retournait à Willow Creek pour affronter la vérité, le quartier, miroir déformant de cette saga, se fissurait davantage. Les voisins, autrefois unis par des barbecues et des potins anodins, formaient maintenant des camps. Certains exigeaient l'expulsion de Madame Peterson, vue comme la grande manipulatrice. D'autres défendaient Émilie comme une victime du destin familial. Des graffitis anonymes apparurent sur les clôtures. Secrets enterrés, monstres libérés. Et les enfants, traumatisés, refusaient d'aller à l'école craignant que leur propre famille ne cache des horreurs similaires. Un pasteur local organisa des prières collectives, invoquant la rédemption, mais les murmures persistaient. Qui était le prochain à craquer? Les détectives, suivant une piste fraîche, interrogèrent l'ancien avocat de la famille Dawson. L'homme âgé, vivant en maison de retraite, confirma le chantage et révéla un détail explosif. Robert Dawson n'était pas mort dans un accident, comme on le croyait, mais avait simulé sa disparition pour échapper aux dettes et à la culpabilité. Des rumeurs le plaçaient vivant à Portland même, sous un faux nom observant de loin sa fille et son fils illégitime. Ramirez et Ellis lancèrent une chasse à l'homme discrète, fouillant des bases de données pour des profils suspects. Une piste mena à un SDF du centre-ville, un homme aux yeux familiers, qui portait un pendentif similaire à celui vu sur les photos anciennes. La confrontation eut lieu par une nuit pluvieuse, dans un abri pour sans-abri. L'homme apeuré avoua tout. Robert Dawson, vieilli et brisé, avait suivi Claire à Willow Creek, attiré par des nouvelles de son fils caché. Il avait observé leur rendez-vous secret depuis les buissons, rongé par le remords, et avait même glissé des indices à Madame Peterson pour forcer une séparation. « Je ne pouvais pas laisser l'histoire se répéter », murmura-t-il, les larmes se mêlant à la pluie. Son sang appelle le sien, et cela détruit tout. Arrêté pour faux témoignage et évasion fiscale, il fut conduit au poste où Claire le rencontra pour la première fois. Leur étreinte fut froide, chargée d'années perdues et de révélations amères. « Tu nous as condamnés !» lui dit-elle simplement. Daniel, informé, rendit visite à son père biologique en cellule. Les deux hommes, miroirs déformés l'un de l'autre, parlèrent pendant des heures. Robert confessa avoir influencé subtilement les événements. Une lettre anonyme envoyée à Émilie pour semer le doute. Un dessin volé chez Claire glissé dans les affaires de Daniel pour qu'Émilie le trouve. Son but? Briser le cycle en détruisant l'attraction fatale. Mais cela n'avait fait qu'amplifier le chaos, menant au rasoir d'Émilie lors de son procès imminent. Intégra ses aveux dans sa défense. Un complot familial orchestré par des générations de mensonges. Le juge, impressionné par la complexité, ordonna une enquête élargie, transformant l'affaire en un scandale national des années 1990, couvert par des magazines comme People et des émissions de true crime naissantes. Claire, après la rencontre, décida de rester, louant une chambre d'hôtel à Portland. Elle visita Daniel, et pour la première fois, ils parlèrent non comme amants, mais comme frères et sœurs brisés. L'amour tordu nous a unis. La vérité nous libère peut-être, dit-elle. Mais dans ses yeux, une ombre persistait, celle d'un lien qui ne s'efface pas.
Madame Peterson, isolée, ferma ses rideaux pour toujours, son carnet brûlé dans un rituel de purification. Le quartier, sous un soleil timide, commença à panser ses plaies, mais les racines du chaos, profondes et entrelacées, menacèrent de repousser à tout moment. Pourtant, une dernière révélation planait. Un test ADN plus poussé sur Emily révéla qu'elle portait aussi le sang Dawson, adopté en secret par les Harper pour couvrir le scandale. Était-elle la demi-sœur de tous? Le twist ultime, un nœud gordien d'inceste et de tromperie, attendait d'être défait. Le laboratoire ADN, niché dans un bâtiment anonyme de Portland, devint le sanctuaire involontaire où les derniers voiles se levaient sur le drame des Harper Dawson. Les résultats du test sur Emily arrivèrent par un fax grinçant. Les lignes noires sur le papier blanc portant une vérité qui défiait l'imagination. Emily, adoptée en secret par les Harper peu après sa naissance en 1965, portait des marqueurs génétiques identiques à ceux de Robert Dawson. Elle n'était pas une étrangère dans ce tourbillon familial. Elle était la demi-sœur aînée de Claire et de Daniel, fruit d'une liaison antérieure de Robert avec une femme inconnue, placée chez les Harper pour couvrir un scandale naissant. Elizabeth Harper, stérile après un accident, avait accepté l'enfant comme le sien, tissant le premier fil d'un nœud qui s'était resserré au fil des décennies. Emily, assise dans sa cellule, lut les résultats avec un calme surnaturel, ses doigts traçant les lignes comme si elles étaient des veines pulsant d'un sang partagé. « Nous sommes tous liés », murmura-t-elle à son avocat, un sourire amer aux lèvres. L'amour que j'ai cherché était empoisonné dès le départ. Cette révélation transforma l'affaire en un labyrinthe généalogique, où chaque relation se muait en une transgression involontaire. Daniel, informé par téléphone, s'effondra dans son appartement vide, le combiné tombant de sa main tremblante. Il revoyait Emily non plus comme son épouse trahie, mais comme une sœur aînée, une gardienne de secret qui avait, dans un acte de folie, tenté de couper les liens qui les unissaient tous. Son mariage avec elle, célébré en 1989 sous un ciel ensoleillé de Portland, n'était plus qu'une illusion, une union interdite par le sang, même si ignorée. Les nuits suivantes, il erra dans les rues de Willow Creek, évitant les regards des voisins, son visage cicatrisé reflétant la déformation intérieure de son âme. « Comment vivre avec ça ?» se demandait-il, observant la maison familiale comme un mausolée de mensonges. Claire, de retour dans sa cabane côtière, reçut la nouvelle par un appel des détectives. Elle s'assit sur le bord de la falaise, les vagues en contrebas rugissant comme un cœur accusateur. Emily, sa rivale en amour, était en réalité sa demi-sœur, une connexion sanguine qui rendait leur jalousie triangulaire encore plus grotesque. Ses dessins, autrefois thérapeutiques, devinrent des exorcismes. Elle esquissait des figures entrelacées, des corps fusionnés en une masse informe, symbolisant l'inceste latent qui avait guidé leur destin. « Le sang appelle le sang », décrivit-elle dans son journal, se rappelant les attirances inexplicables, les obsessions qui n'étaient dépannées du hasard mais d'une hérédité maudite. Elle décida de confronter Robert, son père, en prison. La visite fut un rituel de catharsis. Assis face à face, séparés par une vitre, ils parlèrent de la femme mystérieuse, la mère biologique d'Emily, une artiste éphémère que Robert avait aimée brièvement avant de l'abandonner. Elle s'appelait Lydia, et confia-t-il. Ses peintures ressemblaient à tes dessins, Claire. Déformées, hantées. Claire quitta la prison avec un nom, un fil à tirer pour démêler davantage. Les détectives Ramirez et Ellis, épuisés mais tenaces, poursuivirent l'enquête avec une ferveur renouvelée. Ils localisèrent des traces de Lydia dans des archives oubliées. Une femme décédée en 1980, laissant derrière elle des toiles vendues aux enchères, des œuvres abstraites représentant des familles brisées, des liens tordus. Une peinture en particulier, acquise par Elizabeth Harper, était accrochée dans le salon des Harper. Un détail que Daniel confirma. « Maman l'adorait, dit-il. Elle disait que c'était un rappel de la fragilité. » Les détectives virent là un indice. Elizabeth avait-elle su pour Emily dès le début, utilisant l'adoption pour lier les familles dans un pacte silencieux? Des lettres retrouvées chez Robert confirmaient un accord entre lui et Elizabeth pour élever les enfants séparément, évitant le scandale, mais le destin les avait réunis à Willow Creek comme une farce cruelle. Madame Peterson, recluse dans sa maison, fut réinterrogée une dernière fois. Elle avoua avoir connu Lydia, une amie d'enfance, et avoir facilité l'adoption d'Emily. C'était pour le bien de tous, ou insista-t-elle, ses mains ridées tremblant sur son thé froid. Mais quand j'ai vu les enfants grandir, se rapprocher sans savoir, j'ai dû agir. Ces interventions,
Les notes anonymes, les appels, n'étaient pas de la malice, mais une tentative désespérée de briser le cycle, même si elle avait accéléré la catastrophe. Le quartier, apprenant ces twists par des fuites médiatiques, plongea dans un silence oppressant. Les barbecues cessèrent, les enfants jouaient à l'intérieur, et les maisons semblaient se recroqueviller sur elles-mêmes, comme si Willow Creek entier portait le poids de ce nœud gordien. Emily, lors d'une audience, affronta Daniel et Claire pour la première fois depuis l'incident. Le tribunal, chargé d'une tension palpable, devint le théâtre de confessions muettes. Emily, menottée, leva les yeux vers eux. « Je vous ai aimés tous les deux. À ma façon tordue, dit-elle d'une voix brisée. Mais le sang nous a trompés. » Daniel, touchant ses cicatrices, hocha la tête. Un pardon silencieux dans le regard. Claire, larmes aux yeux, murmura « Nous sommes une famille, dans le pire sens du terme. » Le juge, ému par la complexité, suspendit la sentence en attendant des évaluations familiales, transformant le procès en une thérapie collective. Robert Dawson, depuis sa cellule, écrivit des mémoires fragmentés, détaillant les liaisons qui avaient semé le chaos. Lydia pour Emily, Elizabeth pour Daniel, et sa femme légitime pour Claire. « J'étais le centre, le poison ?» admit-il. Ces mots, publiés plus tard dans un journal local, devinrent une cautionary tale pour Portland. Un rappel que les secrets enfouis finissent par émerger, déformant tout sur leur passage. Le quartier tenta de se reconstruire. Daniel vendit la maison, déménageant vers une vie anonyme. Ses cicatrices un badge d'une histoire qu'il portait seul. Claire, inspirée par Lydia, exposa ses dessins dans une galerie, transformant la douleur en art. Emily, libérée sous caution, rejoignit une thérapie de groupe pour familles dysfonctionnelles, cherchant la rédemption dans l'acceptation. Mais sous la surface, le nœud persistait. Des rumeurs d'autres enfants de Robert circulaient, des demi-frères et sœurs potentiels observant de loin. Willow Creek, autrefois paisible, devint un lieu de pèlerinage pour curieux, un monument à l'infidélité la plus tordue, où l'amour défiguré par le sang refusait de guérir complètement. Le nœud gordien, Une fois révélé dans toute sa complexité tordue, ne se défit pas avec la grâce d'une épée tranchante, mais s'effilocha lentement, fil par fil, laissant derrière lui des âmes effilochées et un quartier marqué par l'empreinte indélébile du secret. À Willow Creek, les pluies d'automne cédèrent la place à un hiver précoce où le givre recouvrait les pelouses comme un linceul blanc, symbolisant la congélation des relations autrefois chaleureuses. Daniel, avec son visage altéré qui attirait les regards furtifs des passants, avait choisi l'exil volontaire. Déménageant dans une petite ville anonyme de l'Oregon, où il travaillait comme comptable sous un nom d'emprunt, chaque matin, face au miroir, il traçait du doigt les lignes irrégulières de ses cicatrices, se rappelant non seulement l'acte d'Emily, mais la chaîne de trahison qui remontait à des générations. L'amour dans notre famille n'était qu'un masque pour l'obsession, se disait-il, une réflexion qui le hantait lors de ses promenades solitaires le long de rivières gelées. Il avait tenté d'écrire à Emily et Claire, des lettres pleines de questions sans réponse, mais elles restaient cachetées dans un tiroir, attendant un courage qui tardait à venir. Claire, quant à elle, avait transformé sa douleur en une exposition itinérante, voyageant de galerie en galerie avec ses dessins désormais célèbres, pour leur intensité macabre. Ses œuvres, exposées sous des lumières tamisées qui accentuaient les ombres déformées, attiraient un public fasciné par l'étrange. Dans une interview pour un magazine local, elle avait décrit son processus. Chaque trait est un fil de notre arbre généalogique tordu, un rappel que le sang peut lier autant qu'il peut corrompre. Elle évitait Portland. Mais ces nuits étaient peuplées de rêves où Daniel et Emily apparaissaient comme des spectres, leurs visages fusionnant avec le sien dans une danse incestueuse involontaire. Robert, son père, pourrissait en prison, ses mémoires devenant un best-seller underground, lu par ceux qui cherchaient dans les abysses humains une explication à leurs propres tourments. Claire lui rendait visite sporadiquement, non pour pardonner mais pour comprendre. « Pourquoi nous avoir condamnés à cette ombre ?» demandait-elle. Robert, vieilli et résigné, répondait toujours la même chose. « Parce que je croyais pouvoir enterrer le passé, mais il pousse comme une racine venimeuse. » Emily, libérée sous condition après un procès qui avait captivé la nation, vivait recluse dans une maison de retraite médicalisée, où des thérapeutes tentaient de démêler les nœuds de son esprit. Son acte de défiguration, vu sous le prisme de la révélation génétique, avait été jugé comme un cri de désespoir plutôt qu'une pure malveillance. Lui valant une sentence allégée, elle passait ses jours à écrire un journal,
des pages remplies d'une prose poétique sur la fragilité des liens familiaux. Nous étions une tapisserie tissée avec des fils empoisonnés, notait-elle. Mon rasoir n'a fait que couper ce qui était déjà pourri. Les visites étaient rares. Daniel et Claire évitaient, mais Madame Peterson, dans un geste inattendu, venait parfois, apportant des fleurs du jardin des Harper qu'elle avait rachetées. « Nous sommes toutes des gardiennes de secrets », disait la vieille dame, ses yeux voilés par les regrets. Émilie hochait la tête, sentant pour la première fois une connexion au-delà de la trahison. Willow Creek, ce quartier autrefois idyllique, portait les stigmates de l'affaire comme des cicatrices collectives. Les maisons, vendues à bas prix, attiraient de nouveaux résidents ignorants du passé, mais les anciens murmuraient encore lors des rares rassemblements. Les enfants, grandis, racontaient l'histoire autour de feux de camp, transformant les faits en légendes urbaines. Le voisin défiguré par un amour interdit, lié par le sang. Madame Peterson, dernière gardienne, avait fermé sa maison aux curieux, son carnet de notes réduit en cendres lors d'un rituel solitaire. Elle observait le monde depuis sa fenêtre, se demandant si ses interventions avaient sauvé ou condamné. Le quartier lentement se reconstruisait, avec de nouvelles clôtures plus hautes, des regards plus prudents, un rappel que derrière chaque sourire se cache potentiellement un abîme. Cette histoire, ancrée dans les années 1990, nous enseigne une vérité profonde sur l'esprit humain. Les secrets, comme des racines invisibles, s'insinuent dans nos vies, déformant nos amours, nos loyautés et nos identités. Elle révèle la vulnérabilité de nos liens, comment un simple regard peut réveiller des échos génétiques dormants, transformant la passion en poison. Dans ce triangle, ou plutôt ce cercle vicieux, d'infidélité, chaque personnage cherchait l'amour, mais ne trouvait que des miroirs déformants de leurs propres failles. Daniel, Émilie, Claire, Robert, tous prisonniers d'un héritage qu'ils n'avaient pas choisi, mais qu'ils ont perpétué par ignorance et désir. C'est une méditation sur la nature cyclique du mal humain. Les trahisons des parents deviennent les chaînes des enfants, et seul l'affrontement de la vérité peut briser le sort, même si cela laisse des cicatrices éternelles. Elle nous invite à questionner nos propres racines, à fouiller nos jardins intérieurs avant que les ombres ne nous engloutissent. Félicitations à toi, spectateur intrépide, d'avoir navigué jusqu'au bout de ce labyrinthe sombre. Tu fais partie d'un cercle restreint, une élite de curieux qui osent plonger dans les abysses de l'âme humaine, là où la plupart détournent le regard. En restant jusqu'à la fin, tu as prouvé ta résilience face à l'inexplicable. Ton appétit pour les vérités qui dérangent tes marques à jamais. Maintenant, partage tes réflexions dans les commentaires avec cette phrase. Cette histoire a changé ma façon de voir l'esprit humain. En le faisant, tu te distingues comme l'un des abonnés les plus engagés, un pilier de notre communauté de chercheurs de vérité cachée. Tes mots inspireront d'autres à rejoindre cette quête, bâtissant un réseau où les secrets ne restent pas enfouis, mais sont disséqués ensemble, renforçant nos liens dans la poursuite de l'énigmatique. Comprends l'importance vitale de partager cette vidéo. En la diffusant, tu ouvres les yeux de ceux qui vivent dans l'ignorance, les invitant à découvrir ce que les ombres murmurent quand personne n'écoute. Imagine, chaque partage est une lanterne allumée dans un tunnel obscur, révélant des horreurs et des merveilles que le monde ordinaire cache. Abandonne-toi à l'abonnement, comme plongé dans un océan d'énigmes, où chaque vague apporte un nouveau mystère, te reliant à une fraternité unique qui décrypte l'inexplicable. Sans cet abonnement, tu restes à la surface, mais en cliquant, tu deviens un explorateur des profondeurs, où les monstres de l'esprit humain nagent librement, attendant d'être compris. Enfin, poursuis ton voyage en regardant d'autres vidéos de la chaîne, pour nourrir ta curiosité insatiable pour l'étrange, le sinistre et l'énigmatique. Chaque histoire est une porte vers l'inconnu. Ouvre-les et laisse le frisson t'envahir.